Bonjour à toutes et bienvenue à cette table ronde où nous allons parler de l'entrepreneuriat des femmes et dans quelle mesure l'accompagnement est un vrai booster et un vrai levier en fait de développement pour les entreprises. Alors on accueille 4 femmes d'action et de conviction. On va développer cette table ronde en 4 temps. On va d'abord découvrir les histoires des unes et des autres parce qu'elles ont toutes un parcours inspirant et original. On va essayer de comprendre, parce que parfois c'est assez technique, le contenu des structures dans lesquelles vous travaillez, mesdames, que ce soit des entreprises que vous avez créées ou des structures d'accompagnement et de développement. Et puis, on va ensuite aborder la question de l'accompagnement et des expériences des unes et des autres, et puis les conseils qu'on peut aussi donner aux femmes qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Et puis voilà. Alors, d'un côté, nous avons nos entrepreneuses, Laurence Joly. Bonjour. Emmanuelle Froger. Bonjour. Et puis d'un autre, j'ai envie de vous appeler les entremetteuses. Pas tout à fait entrepreneuses, mais entremetteuses. Donc Kate Hopton pour Eura Technologies. Bonjour, enchantée. Un gros incubateur lillois. Et puis Dalila Kez qui travaille à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est ça. Bonjour à toutes et à toutes. Alors, je vais peut-être commencer par on va dire la cadette de l'équipe. Non, remarquez, vous n'êtes pas la cadette, il y a encore plus jeune que vous. Emmanuelle, vous êtes la présidente fondatrice de Bon Signe, qui est un traiteur 100% zéro déchet, 100% végétarien, 100% local et 100% fait maison, c'est ça ? D'accord. Vous êtes diplômée de l'ESCP. J'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on arrive à la cuisine quand on a fait des études de commerce ? Par passion. Non, j'ai fait vraiment un parcours très standard, grande école de commerce, grosse boîte d'agroalimentaire, grande distrib, avec l'envie de réussir, parce que mes parents m'avaient dit qu'il faut faire des grandes études pour réussir à avoir un grand travail. Et donc je m'étais dit, comme j'adore cuisiner et bien manger, mon objectif, ça va être d'aider les gens à bien manger en étant responsable marketing d'un grand groupe d'agroalimentaire. Donc j'ai commencé tout mon parcours comme ça. Et en fait, j'en ai eu ras-le-bol au bout de quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis juste dit, j'ai fait la crise du confinement. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont fait, c'est pas très original, mais le Covid a tout remis en cause. Ils nous ont mis un peu en chômage partiel pendant toute cette période-là. Et donc je me suis vraiment remis en cause et je me suis dit, mais en fait, mais j'aide pas du tout les gens à bien manger en vendant des robots de cuisine ou en vendant de l'agroalimentaire. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment aider les gens à bien manger ? Et donc j'ai passé mon CAP cuisine et pâtisserie en candidat libre. Et là, je me suis dit, je vais tout quitter et je vais monter mon projet dans la food. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Ce que vous êtes quand même en train de nous dire, c'est que vous avez fait une des plus grandes écoles de commerce de notre pays et que vous avez passé un CAP de cuisine. Oui. Mais je trouve qu'on peut l'applaudir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... je me suis retrouvée à côté d'étudiantes de 18 ans qui passaient un CAP cuisine et moi j'en avais 26, 27 à l'époque, donc oui, non, c'était drôle. Ça m'a remis les pieds sur terre aussi, et c'est là que je me suis rendu compte que par contre c'était un métier hyper dur et que je suis maintenant hyper admirative de mes cuisiniers. Parce que c'est un métier tellement physique, faut être passionné pour aller en cuisine. Et moi, je me suis dit, waouh, en fait, j'adore la cuisine, mais j'adore cuisiner chez moi. Mais je ne pourrais pas faire ce métier-là tout le temps quand j'ai passé mon CAP cuisine. Et je me suis dit, je veux travailler auprès de cuisiniers, mais je ne veux pas faire de la cuisine moi-même. Et donc, c'est là que j'ai décidé de monter un traiteur. Mais monter Bon Signe en traiteur, mais en n'étant pas moi-même en cuisine, mais en m'associant à des chefs cuisiniers. Enfin, voilà, ma cuisine, ma chef, elle a fait ça de passion et de métier et elle est trop douée et je suis trop contente, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, Bon Signe, ça représente quoi en termes de nombre de salariés, d'espace de travail ?
Alors aujourd'hui, Bonsigne, c'est une entreprise qui a 3 ans et on est 13. J'ai 5 cuisiniers, des personnes en logistique donc qui vont livrer et des commerciaux. Et notre objectif, c'est d'aider tout type de personnes, que ce soit en entreprise comme les particuliers, à mieux manger lors de vos événements. Mieux manger pour la planète, mais aussi pour la santé. Donc avec une cuisine 100% maison, végétarienne, locale et de saison. Et le tout livré dans de la vaisselle chinée, des contenants consignés, comme chez Mamie. Voilà, donc en gros, on veut vraiment limiter l'impact environnemental des événements en montrant qu'on peut allier convivialité, gourmandise et environnement. On a eu la chance hier de déguster quelques petits encas de Bonsigne. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'il y avait dedans? Vous le ferez mieux que moi. Alors pour le coup je ne sais pas du tout. Si je sais qu'il y avait du fromage, des petites bouchées, tout ça, des petites tartinables, mais je ne sais pas exactement ce que les cuisiniers ont fait parce dans des bocaux bonne maman recyclés. Exactement. C'était vraiment délicieux. Trop bien. Merci Emmanuel pour cette première présentation. Laurence Joly, je suis tellement contente de vous rencontrer en vrai. Vous êtes vous avez un parcours vraiment incroyable. Laurence a travaillé pendant 17 ans. Est-ce qu'on peut dire haut fonctionnaire? Est-ce que c'est le mot? Alors, non, ouais. J'avais un poste haut placé dans un établissement public. Voilà, pendant 17 ans, avec la sécurité d'emploi, le salaire et tous les avantages qui vont avec. Et puis, il se passe quelque chose qui fait que vous décidez de changer de vie presque. Ouais. Alors moi, j'ai fait la crise avant Covid, moi. Alors, pour la petite anecdote, j'ai percuté quand j'ai reçu le décompte de sécurité sociale à 45 ans qui nous annonce le nombre d'années qu'il nous reste à travailler. Et je me suis dit... Ah oui, je suis à la moitié de ma vie professionnelle. Est-ce que je vais rester dans ce poste-là? Ça faisait 17 ans que j'occupais le même poste, où je m'éclatais, je faisais vraiment des choses passionnantes. Mais j'ai eu une prise de conscience de me dire, est-ce que c'est pas le moment de faire autre chose et surtout de travailler autrement? Moi, mon envie, c'était d'être alignée et donc j'étais dans une grosse administration avec tout le fonctionnement qui va avec, très pyramidal, et j'avais envie de travailler autrement, d'être plus alignée entre mes valeurs personnelles et la manière dont je travaillais. Et c'était ça le point de départ. Donc quand j'ai démissionné, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. J'étais vraiment dans une démarche de recherche de comment je peux mettre à profit différemment les compétences que j'ai acquises au cours des 20 dernières années. Et c'était ça ma démarche. Alors j'ai tâtonné un petit peu au début. J'ai commencé par être consultante. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Vendre mon temps, c'était vraiment pas ça qu'il me fallait. C'était voilà. J'admire ceux qui le font, mais c'était clairement pas fait pour moi. Moi, j'avais travaillé dans le monde de la donnée toute ma carrière professionnelle et j'avais besoin de mettre mes mains dans le cambouis, si j'ose dire, des données. Et c'était ça le point de départ, de chercher comment je pouvais exploiter mes compétences. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une petite histoire très chouette que vous allez nous raconter. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que comme je voulais pas travailler toute seule, j'ai postulé pour intégrer Euratechnologies, l'incubateur lillois de la tech, près de l'Homme, à Lille, avec un premier projet de Legal Tech, puisque c'était un petit peu mon métier d'origine. Et dans la première année, donc puisqu'on parle ici d'accompagnement, donc on était une promo d'une 50aine de porteurs de projets sur des domaines totalement différents. Et alors la petite anecdote, c'est que j'arrivais tôt le matin, parce que je déposais ma fille au lycée à 8h moins 10 et que du coup j'étais là à 8h05 et qu'il y avait un autre porteur de projet, Pierre, qui est devenu mon associé, je donne tout de suite le spoil, qui lui allait à la salle de sport et arrivait tôt mais par choix et qu'on prenait un café le matin et qu'on échangeait sur ce qu'on voyait dans l'écosystème d'innovation, puisque tous les deux on avait des missions freelance dans des entreprises. Lui sur de l'accompagnement technologique et moi sur de l'accompagnement en propriété intellectuelle. Et on voyait un écart entre la réalité de ce que construisaient les entreprises autour de nous et celles qui allaient chercher ou non des financements. Et en fait, on a cherché comme ça, mais sans vouloir vraiment en faire un projet. Au départ, c'était une discussion. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui nous a fait une demande, donc on y a répondu à deux.
Et là, on s'est dit, ah, peut-être qu'on tient quelque chose. Et on a commencé à travailler donc fin 2019 dans ce qui était un side project. Donc on consacrait une journée par semaine pour voir si on arrivait à travailler ensemble et ce que ça pouvait donner. Et en fait, pendant le confinement, pendant le premier confinement, on a basculé à temps complet sur ce qui est devenu maintenant notre entreprise, donc Diag & Grow. Donc Diag & Grow, on est spécialisé dans l'évaluation financière d'actifs immatériels. Alors je sais, ça paraît super compliqué. Il va falloir nous expliquer. Mais en fait, les actifs immatériels, c'est quoi? C'est tout ce que construit l'entreprise qui n'est ni financier strictement ni matériel. Donc en fait, on va avoir des brevets, des marques, du savoir-faire, des bases de données, des logiciels. Et nous, notre métier, c'est de développer un outil informatique basé sur l'intelligence artificielle qui permet de déterminer la valeur financière de ces actifs qui ne sont la plupart du temps pas dans les bilans financiers des entreprises. Et cette année, vous avez, je crois, effectué une grosse levée de fonds. Alors, à l'échelle des levées de fonds, c'est une petite. À notre échelle, c'est gros. Donc, on a effectivement levé un petit peu plus d'1 million d'euros. On est aujourd'hui 8 personnes. Et on travaille alors, essentiellement pour ce qu'on appelle les professions réglementées, avocats, experts comptables, conseillers en propriété industrielle. On va venir les aider à calculer la valeur financière des actifs de leurs clients dans des contextes totalement variés, de la création de l'entreprise jusqu'à malheureusement sa liquidation, avec entre-temps toutes sortes de contextes, des partenariats, du financement, de la vente, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, vous êtes entouré d'une équipe de chercheurs et de scientifiques pour développer vos solutions? On a effectivement recruté petit à petit une équipe R&D qui est animée par un jeune docteur en intelligence artificielle. Et donc, effectivement, on a une équipe qui est jeune et pas jeune, puisque l'équipe va de 21 à 66 ans. Et ça fait partie de nos engagements RSE aussi, d'être sur la diversité, aussi la diversité d'âge et de permettre la reconversion, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Voilà. Alors justement, la jolie histoire qu'évoquait Laurence, un peu à l'origine de son association au sein de Diag & Grow, qui est cette rencontre avec cet associé quand même assez fortuite, elle a été rendue possible grâce à Euratechnologies, qui donc ne donne pas que dans l'accompagnement technologique, mais permet aussi de belles rencontres humaines. Racontez-nous, Kate, d'abord un peu votre histoire, comment vous êtes arrivée là, parce que vous avez quand même 30 ans, donc vous êtes vraiment la cadette de cette table ronde. Comment vous êtes arrivée là, et puis surtout, parlez-nous de la vocation d'Euratechnologies. Alors moi, mon parcours à la base, c'est la communication, le marketing. Rien ne me prédestinait à travailler dans l'entrepreneuriat ou dans l'accompagnement à proprement parler. Puis petit à petit, j'ai gravité au fur et à mesure de mes expériences vers le monde du digital, de l'IT, donc tout ce qui était la tech. Et j'ai commencé chez Euratechnologies avec le métier de Startup Manager, qui est en fait l'accompagnement d'un portefeuille de porteurs de projets et d'entrepreneurs dans le développement de leur structure. Et depuis janvier, je suis maintenant responsable des programmes incubation et accélération chez Euratechnologies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on est là pour accélérer le développement d'une idée ou d'une entreprise qui est déjà créée. Donc, on peut rejoindre Euratechnologies finalement à tout stade de maturité. Nous, le conseil qu'on donne, c'est de nous rejoindre dès la phase d'idéation, où on n'est pas encore tout à fait sûr de l'idée du projet qu'on veut développer. Avec la nuance, en fait, Euratechnologies, de développer uniquement des projets dans la tech. Donc, ça veut dire que le projet doit être une application mobile, un logiciel, une plateforme de mise en relation, un site e-commerce, quelque chose de digital. On ne fait pas de l'accompagnement de conseils ou d'agences ou réseaux de franchisés ou tout ça. Donc, pas les entreprises classiques au sens du terme. Et avec des programmes d'accompagnement qui sont gratuits, du coup, pour les porteurs et les entrepreneurs. Donc, c'est vrai que c'est un lieu. Vous connaissez peut-être le bâtiment principal à l'Homme-Lambersart, mais il y a aussi d'autres bâtiments annexes, dont un pas très loin d'ailleurs, ici, à Blanchemaille, à Roubaix. Et c'est un lieu où on fait beaucoup de rencontres. Nous, notre mot préféré pour décrire Euratechnologies, c'est écosystème. L'intérêt principal de rejoindre un programme d'incubation ou d'accélération chez nous, c'est de pouvoir faire des rencontres, à la fois peut-être d'associés, comme ça a été le cas pour Laurence, ce qui est quand même une super opportunité quand on démarre seul un projet entrepreneurial. On sait ô combien c'est précieux de pouvoir compter sur un associé ou des associés avec soi, mais aussi rencontrer des mentors et des personnes qui nous accompagnent dans le quotidien, dans le suivi individuel de la réussite du projet.
Alors Laurence va nous expliquer plus précisément comment elle a bénéficié de votre accompagnement. Il faut quand même savoir, il y a un public majoritairement lillois ici, que Ratechnologie est un des plus gros centres d'innovation technologique en Europe. Et vous l'avez à Lille, c'est quand même assez génial. Alors il y a un autre grand contributeur du développement des entreprises, et en particulier des entreprises des femmes, parce qu'on a beaucoup de chance d'avoir auprès de nous aujourd'hui Dalila Kez, qui est particulièrement intéressée par l'entrepreneuriat des femmes. Alors, vous êtes déléguée à l'entrepreneuriat des femmes à la CCI de Lille, mais pas que, parce que vous êtes aussi coach hypnothérapeute des femmes dirigeantes et passionnée de philosophie, parce qu'on en a parlé un petit peu ensemble. Et moi, j'ai le sentiment que vous êtes un peu une sentinelle pour la création des entreprises des femmes. Alors, expliquez-nous, avec votre parcours personnel dans un premier temps, comment vous en êtes arrivée là, Dalila? Alors, j'ai commencé déjà ma carrière dans l'agroalimentaire aussi, puisque j'ai été responsable du personnel et responsable qualité donc pendant plusieurs années. Et je crois que j'avais déjà l'énergie de l'entrepreneuriat, puisqu'en parallèle, j'avais aussi créé plusieurs sociétés avec le papa de mes enfants, notamment de sociétés immobilières et de franchises. Et puis après, on va dire, le cœur de ce salon, c'est la reconversion professionnelle. Eh bien, il s'avère qu'à un moment donné, j'ai été licenciée économiquement, et donc il a fallu rebondir. Je ne voulais pas rebondir n'importe comment. En fait, pour moi, à ce moment-là, c'était quelque chose d'important, c'est-à-dire que je venais juste d'avoir mon fils qui avait 1 an et demi. Et l'agroalimentaire, c'est quand même un milieu qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup de pression parce qu'il y a la sécurité alimentaire, évidemment. On ne vend pas n'importe quel produit. Et donc, c'était important pour moi donc, de rebondir. Donc, j'ai rebondi en intégrant la Chambre de commerce Grand Lille, puisque je souhaitais en fait accompagner les entreprises dans leur développement. Donc, j'ai d'abord accompagné sur le volet de l'apprentissage. Et puis après, petit à petit, j'ai pris des fonctions d'accompagnement des consultants pour qu'ils accompagnent le développement des entreprises. Et puis par, on va dire, opportunité, j'ai eu la chance en fait de gérer tout le pôle création d'entreprise. Donc des formalités d'entreprise, de la création, du rachat, et aussi malheureusement de la liquidation. Et puis j'ai piloté pendant 11 ans le salon Créé, toujours dans l'objectif, on va dire, de développer l'entrepreneuriat d'une manière générale. J'ai baigné en fait, on va dire, dans cet écosystème politique de la région des Hauts-de-France, avec la volonté de développer l'entrepreneuriat dans notre région, parce que c'est un enjeu en fait majeur. Là où on a de la chance, c'est qu'en termes de statistiques, on est 1% plus important, donc 39% des entreprises qui ont été créées dans les Hauts-de-France, elles ont été créées par des femmes, et la moyenne nationale est à 38. Donc on va se dire bravo, mais bon, pour autant, il y a du chemin à parcourir. Alors, ce chemin à parcourir, Laurence, vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu comment, justement, depuis l'idée jusqu'au développement, cette fameuse levée de fonds aujourd'hui, vous avez pu bénéficier de cet accompagnement, notamment avec Ratechnologie. Comment ça marche? Il y a des mentors, il y a des cours, il y a de la présence obligatoire. Racontez-nous un peu ce parcours que vous avez suivi. Oui, je vais répondre, mais juste, je vais rebondir. Dans la tech, on est 14% de femmes. Voilà, donc on a besoin d'autres. C'est possible, il faut venir. Voilà, il faut tenter, il faut oser. Donc pour l'accompagnement, alors quand on arrive à Ratechnologie, donc effectivement, Kate l'a dit, au niveau de l'idéation, la plupart du temps, on a une idée d'entreprise, on ne sait pas encore trop si on va pouvoir en faire quelque chose de viable, c'est-à-dire si on va pouvoir vraiment passer de l'idée du projet, vraiment de l'idée posée sur un PowerPoint à une création d'entreprise. Et donc, il y a une première phase. Alors, je sais que ça a beaucoup changé, donc Kate, tu m'en voudras pas si donc, d'environ 3 mois, avec un certain nombre d'ateliers, donc au sein de promotion. Moi, ce que j'ai trouvé très très riche, c'est de pouvoir échanger avec des porteurs de projets venant de milieux complètement différents, avec des idées d'entreprise complètement différentes, et à faire ce qu'on appelle du co-développement. Donc des fois, se mettre autour d'une table pour traiter le problème de l'un ou de l'autre, parce que ça, c'est extrêmement riche, en fait, d'avoir à réfléchir sur les problèmes des autres, nous permet aussi d'avancer dans notre propre réflexion.
Et puis au bout de ces 3 mois, 6 mois, il y a un premier jury qui permet de valider effectivement, d'avoir un retour en fait. En fait, c'est bien d'avoir des étapes, et c'est sans doute ça une des forces de l'accompagnement, c'est d'avoir des étapes qui permettent déjà de se fixer des objectifs, et puis de voir, j'allais dire, c'est pas rendre des comptes, mais faire un état des lieux de l'avancement du projet, pour montrer que finalement, parce que c'est vrai qu'on parle de politique publique, il y a de l'argent public derrière, et je trouve que c'est important de pouvoir justifier que tout l'accompagnement qui est fait, tout ce qui est gratuit, on a avancé dans notre chemin, et qu'on n'est pas... parce qu'au départ, il y a un petit côté un peu colonie de vacances, on a plein de nouveaux amis, il y a des soirées raclette, tout ça, mais voilà, on est vraiment là les résultats. Oui, c'est ça. On est là pour montrer qu'on avance. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toujours toutes les solutions, mais expliquer toutes les questions qu'on s'est posées, ce qu'on appelle dans le jargon les pivots. C'est-à-dire que il y a des fois, on se dit on va vendre à tel type de client, on va les voir, on se rend compte que c'est pas ça, donc on va se réorienter différemment. Et tout ça, c'est vraiment un cheminement qui peut prendre du temps. Et puis à un moment donné, le chemin s'éclaircit et on arrive au moment où on comprend qu'on a effectivement quelque chose à vendre qui apporte de la valeur, c'est-à-dire qui va vraiment être utile à une catégorie de gens qui sont prêts à payer pour, parce que ça aussi c'est important quand on veut créer une entreprise, de vraiment identifier, parce qu'il y a des fois on a envie de faire des choses extraordinaires, mais si personne n'est prêt à payer pour, ça ne peut pas être une entreprise. Voilà, ça peut être une association, ça peut être plein d'autres choses, mais ça ne peut pas devenir une entreprise. Et donc tout ce cheminement-là, il est extrêmement important. Et avec tous les... puisqu'on parle de technologie, avec effectivement à la fois tout le travail des start-up managers, le travail des autres porteurs de projets, mais également de tous les chefs d'entreprise qui sont déjà passés par là et qui qui partagent un petit peu de temps et donnent des conseils avec beaucoup de bienveillance. Quand je suis arrivée à Euratechnologies, j'avais écrit un petit article parce que j'étais assez étonnée de toute la bienveillance et de l'entraide qu'il y avait. Et je m'étais interrogée, ayant travaillé pendant 20 ans dans la fonction publique, où on était censés tous aller dans le même sens, au sens de l'intérêt commun, et en fait où il y avait régulièrement des gens qui se tiraient dans les pattes. Je m'étais étonnée de voir qu'il y avait une solidarité, une bienveillance entre des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, qui quelque part étaient forcément en concurrence pour aller chercher des financements, concurrence vis-à-vis des clients, et pourtant cette solidarité-là existe, et il y a des vrais échanges entre entrepreneurs et entre porteurs de projets. Kate, comment est-ce que vous arrivez justement à mettre en place cet esprit de sororité et de solidarité entre femmes dans un univers qu'effectivement on imagine plutôt au départ masculin au sein de Euratechnologies ? On essaye de le structurer, en fait, cet accompagnement plutôt dédié aux femmes entrepreneurs, parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai besoin et une demande de leur part. Donc on va mettre en place des formats un peu club, où on va réunir toutes les entrepreneurs et femmes de la tech pour pouvoir ensuite animer des ateliers spécialisés, par exemple, sur la recherche de levée de fonds quand on est une femme, parce que c'est statistiquement prouvé qu'il y a plus de barrières à l'entrée quand on doit lever des fonds et qu'on est fondatrice seule ou cofondatrice d'une société. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à travailler là-dessus, ça fait partie de la mission d'Euratech, mais en fait c'est aussi tout simplement offrir un espace d'échange et de réassurance entre femmes, parce qu'il y a des non-dits qui sont pour autant parfois des situations avérées, et qu'on ne peut pas se sentir avec la même liberté d'expression parfois quand on a aussi des hommes dans la salle. Donc offrir un espace d'échange. Vous pouvez nous donner un exemple de non-dit ou de choses comme ça qu'on n'arrive pas trop à évoquer, qui est plus facile de partager dans un espace un peu safe? C'est des partages d'expériences en réalité. C'est quand on va devoir pitcher devant un jury qui est composé que d'hommes, et qu'on doit montrer toute la confiance qu'on a en soi, le sérieux de son projet, c'est plus difficile. Donc comment est-ce qu'on vit la situation quand on a des préjugés aussi qui sont portés à notre rencontre parce qu'on est une femme, qu'on a des enfants, qu'on travaille sur un sujet qui n'est pas du tout a priori le sujet d'une femme. Donc
plein de choses qui peuvent paraître comme des barrières à l'entrée. Le but, ça va être de pouvoir offrir une safe space et d'en parler ensemble. Donc on a aussi une responsabilité de sensibiliser les hommes. Donc à nous de jouer et trouver les bonnes formules aussi pour trouver des événements qui vont pouvoir inviter les deux publics et se confronter à des vraies réalités et des préjugés. La CCI organise des événements dont on va parler dans 2 secondes, mais j'aurais juste voulu qu'Emmanuel réagisse et rebondisse parce que vous avez été incubé dans un autre incubateur. Vous allez nous expliquer. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans le récit de Kate? Oui, exactement. Alors moi, j'ai été en 3 ans, j'ai été incubée à plusieurs étapes de mon entreprise. Déjà, au tout début, j'ai été incubée à Euralimentaire, qui est un incubateur non pas spécialisé dans la tech comme Euratechnologie, mais dans la food. Et ça m'a énormément aidée, puisque moi, ayant un projet dans la food et n'ayant, à part un CAP cuisine et pâtisserie, j'avais pas trop d'historique là-dedans. Comment on monte un labo de cuisine aux normes, comment on manage des cuisiniers, comment on respecte les recettes, marge, produits et tout ça, ça m'a énormément aidé. Et après, j'ai été accélérée REF 3, qui est un accélérateur mené par la MEL, CCI, et qui m'a, pour le coup, énormément appris. Bien sûr, on a des cours un peu sur la finance, le marketing, la communication et tout ça, mais il y avait vraiment un esprit de sororité, un esprit d'équipe. On était 10-15 chefs de projet, jeunes entrepreneurs, et on s'est tellement soutenus. Et en fait, de voir les autres qui ont confiance les autres avaient confiance en moi, en mon projet, ça m'a donné confiance en moi-même, et ça m'a permis de grandir et de me dire c'est bon. Je suis une chef d'entreprise, je vais pouvoir monter mon projet. Et donc, je pense que l'accélérateur, les incubateurs, au tout début, c'est hyper important parce que ça nous aide à avoir confiance en nous. Ça nous aide aussi à apprendre des choses qu'on ne sait pas forcément, parce que être chef d'entreprise, ça ne veut pas dire tout savoir, clairement. Je pense qu'il faut oser dire qu'on ne sait pas. Et justement, donc, aller chercher les compétences là où elles sont, en rencontrant d'autres porteurs de projets, en rencontrant des mentors, en rencontrant plein de personnes. Et ça donne aussi de la visibilité à son projet, puisque moi, ces incubateurs, ces accélérateurs m'ont permis vraiment d'avoir mes premiers gros clients aussi, pour mon traiteur. Dalila, oser entreprendre, la confiance des femmes, ça doit vous parler, ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Business L? Est-ce que ce sont des choses qui sont fondatrices dans vos événements à la CCI? Complètement. En fait, tout a démarré avec l'élection d'Aurélie Vermers en tant que présidente de la CCI Grand Lille. Et elle a décidé d'identifier, en tout cas de mettre sur son programme une priorité majeure, c'est l'entrepreneuriat des femmes. Donc sa volonté, c'est de mettre des outils et toute une politique, en fait, toute une stratégie pour permettre en fait aux femmes de se rencontrer et aussi de participer en fait à des ateliers, des événements qui ont pour objectif de répondre à leurs besoins. Donc depuis 2 ans, donc on a créé la marque Business L, qui se déploie sous 2 formats. Un premier format, ce sont les matinales Business L, avec des thématiques. Donc il y a des experts et des expertes sur différentes thématiques, comme notamment le volet de la prospection commerciale. Mesdames, en général, on a du mal à aller chercher notre client. On a aussi du mal à aller définir un prix. On se dit, oh, je démarre, alors je vais le faire pas trop cher, ou alors je vais commencer en bénévolat. N'est-ce pas? Non. Vous avez une valeur. Donc, il est important de l'identifier et de la poser sur la table. C'est très clair. Et surtout, il est important, c'est d'ancrer votre posture de dirigeante. Même si vous avez créé en auto-entrepreneur, je vous invite à vous considérer comme dirigeante. Je suis chef d'entreprise. Parce que ça fait la différence quand on est face à un banquier, quand on est face, on va dire, à un client. C'est hyper important, en fait, d'ancrer sa posture et de se dire « j'ai confiance en moi pour que l'autre, l'interlocuteur qu'on a en face de nous, a aussi confiance en nous ». C'est pas grave si on maîtrise pas tout, parce que nous aussi les femmes, on parlait tout à l'heure des écueils par rapport à notre posture, on n'est pas obligé de cocher toutes les cases pour être parfaite pour y aller. Hein. Non, allez-y, explorez. C'est ça en fait le plus important. Et en fait, il n'y a pas d'échec.
c'est juste des essais ou des expériences apprenantes dans lesquelles, en fait, on va tirer des enseignements. Et l'idéal, c'est de fonctionner en mode prototype. Je fais un premier prototype, c'est-à-dire une offre de service. Je la teste auprès de mes clients. Je la teste, mais je la facture en même temps. N'oubliez pas en passant. Je ne suis pas Madame Monnaie, ce n'est pas l'objectif. On garde ses valeurs, mais il est important aussi de garder sa valeur et de la poser en tant que prix dans sa proposition, dans son offre de service. Et donc Business L, donc on a démarré, et là on vient de réaliser le 14 novembre toute une journée qui est Oser voir très grand, puisque ça c'est vraiment le leitmotiv de notre présidente, c'est avoir de l'audace, et quand on décide de créer grand, de façon à ce que vis-à-vis du banquier, vous demandez aussi grand, de façon à ne pas limiter vos besoins. Et sur ce volet-là, il est important aussi de se dire que vous avez le droit d'être rémunéré, pas attendre d'avoir des bénéfices. Ça, c'est important. C'est important d'avoir votre équilibre physiologique. C'est important d'être dans son confort. On ne va pas passer notre temps, en fait, à se limiter parce qu'on crée notre entreprise. Non. C'est garder votre pouvoir et respecter vos besoins et satisfaire aussi nos besoins de faire du sport, d'aller dans des réseaux, parce que c'est hyper important aussi de se connecter aux autres, que ce soit réseau féminin et réseau mixte, parce que ça c'est aussi important d'être dans les deux écosystèmes. Comme le disait Kate tout à l'heure, en effet, quand on est entre réseaux féminins, on ne parle pas de la même manière, enfin en tout cas on ne dépose pas des choses de la même manière, et ça c'est ok. Et ensuite, être aussi dans des réseaux mixtes, parce qu'on a besoin de la complémentarité homme-femme. Et puis, ça peut être aussi nos clients. Voilà. Est-ce que sur la question de l'argent, Laurence et Emmanuel, vous avez justement connu cet écueil, ce fait de ne pas oser, de demander petit, de jouer petit? Laurence, je vous vois sourire. Ah oui, alors moi, c'était catastrophique, parce qu'en plus, après presque 25 ans de carrière dans la fonction publique, j'avais toujours vendu que du gratuit. Alors j'avais une double marche en fait, elle était très haute, c'est-à-dire effectivement arriver à parler argent avec des clients et puis effectivement à mettre le bon prix, et au départ je n'osais jamais annoncer le moindre tarif parce que quand j'annonçais de toute manière je me faisais disputé par notre premier commercial et Pierre, mon associé, en disant mais ça va pas, c'est pas assez cher, t'aurais pu demander beaucoup plus. Donc sur les premiers temps, je n'osais jamais aborder la question. Et en fait, je m'en suis sortie comment? En fait, on a des offres qui sont complètement tarifées. On a travaillé sur une grille de tarifs, on l'a testé auprès de clients, et donc j'ai pas de marge de manœuvre. Et donc, et heureusement qu'il y a ça, parce que effectivement, et je le sais, j'ai un biais. J'ai toujours tendance. Alors au départ, c'était, mais si on demande cher, ça veut dire que les clients vont être encore plus exigeants. Et puis ce qu'on va faire, ça va pas leur suffire. Et puis ils vont revenir vers nous. Et puis ils vont être pas contents. Enfin, je me faisais des films. Hein. Et vraiment, j'ai dû lutter très fortement contre ça. Et les premiers, parce qu'en fait, dans notre cheminement, en fait. Alors on développe une solution, on rend un rapport qui est en grande partie automatisé, mais on a toujours un face-à-face qui est généralement en visioconférence où on présente les résultats aux clients. Et les premières réunions, j'en étais malade parce que je me disais, vu tout ce qu'il a payé, il va être super exigeant. Et je m'attendais vraiment à avoir des retours négatifs qu'on n'a jamais eu. Mais c'était vraiment, je me faisais des films par rapport à cette question d'argent. C'est ça, Emmanuel, vous avez connu cette petite bataille intérieure? Ah oui, tout à fait, je suis encore dedans, je pense. C'est faut que je travaille dessus. Déjà, au tout début, pareil, on ne vendait vraiment pas assez cher. Et moi, c'est les clients qui m'ont dit que c'était pas assez cher. Genre, quand le client, il ramène la nourriture et après, il me fait « Mais en fait, on aurait pu payer plus cher, ça aurait été mieux. » Et c'est en mode « Ah, ok !» Et donc, c'est là que je me suis dit « Il faut vraiment que je revoie mes prix. » J'ai été accompagnée. C'est grâce au réseau aussi et aux accompagnements, à des mentors qui m'ont aidé à un peu me dire allez, là ça vaut plus cher, ça vaut tout ce travail, ça vaut que c'est du fait maison, enfin voilà. Et après il y a toute la partie aussi levée de fonds où j'osais pas valoriser ma boîte à sa valeur, où là j'ai été aussi beaucoup accompagnée par
un mentor qui m'a permis de prendre confiance aussi à la valeur de mon entreprise. Et là, je travaille énormément dessus. C'est que j'ai créé ma boîte il y a 3 ans et je me paye depuis 2 mois seulement. Et donc, je ne vous conseille pas de faire comme moi parce que je suis le mauvais exemple. Mais ça a été un vrai travail sur moi-même de me dire, allez, maintenant, tu as embauché 13 personnes, ils gagnent tous plus que toi. Ça serait bien que tu commences à te payer. Et c'est aussi grâce au réseau et à la rencontre de plein de personnes qui m'ont fait prendre conscience de ça et prendre confiance en moi en me disant maintenant c'est bon, j'ai plus rien à prouver, je vais me payer quoi. Voilà. Est-ce que justement à Euratechnologies, Kate, on est aussi justement dans le travail du rapport à l'argent avec les femmes, est-ce que le mentoring, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place justement pour faire en sorte que ces biais cognitifs nous quittent enfin et définitivement, nous les femmes? Oui, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, le fameux. Mais d'ailleurs, ça touche pas que les femmes sur le sujet de la rémunération. C'est un gros sujet dans l'entrepreneuriat au global. De savoir quand est-ce que c'est le bon moment de se payer. Est-ce qu'on attend la levée de fonds ou pas? Est-ce qu'on se paye dès le début, avant même ses premiers salariés? Donc ça, c'est des sujets que chacun appréhende différemment. Et effectivement, on apporte le conseil avec les mentors. T'en parlais très bien tout à l'heure, Emmanuel, mais on a plus de 200 mentors chez Euratechnologies, chacun avec leur spécialité, d'autres beaucoup plus effectivement sur le volet financier et notamment sur la valorisation d'une entreprise. C'est très important, on ne peut pas le deviner soi-même et il faut avoir de l'expertise autour de soi. Et les biais cognitifs des femmes sur l'entrepreneuriat, il n'y a que en participant à des événements comme aujourd'hui ou comme Business L organisé par la CCI ou tout type d'entrepreneuriat, d'événements autour de l'entrepreneuriat féminin, que vous vous rendrez compte qu'en fait ça ne doit pas être un sujet limite, ça ne doit pas vous poser la question. Vous êtes des entrepreneurs, point barre, vous êtes des porteuses de projets, point barre. Et c'est ça le plus important finalement, c'est de réussir à se détacher du fait qu'on est une femme, parce que c'est se mettre des pensées limitantes et des barrières soi-même qui ne sont pas toujours perçues finalement comme un obstacle à la réussite. Donc le premier obstacle, je dirais, c'est soi-même réussir à le dépasser. Je rebondirai justement parce que moi j'ai une petite anecdote là-dessus. Donc mon associé a le même âge que moi et l'année dernière, donc on s'est associés vraiment ensemble. Donc au début j'étais toute seule et on s'est associés en juin il y a 1 an et demi. Donc quand on s'est associés, on s'est dit on voudrait peut-être, on commence à avoir à la trentaine et tout, ça serait bien qu'un jour on soit maman. On s'est dit ok, mais d'abord on va faire notre levée de fonds, donc on verra quand ça arrivera. De toute façon ça n'arrivera jamais en même temps et tout ça. Donc on s'est associés le 1er juin et le 10 juin on a appris qu'on était tous les deux enceintes et que la date du terme était la même. Et le 1er juillet on avait rendez-vous devant la banque. Le 26 juillet on passait devant le comité de réseau Entreprendre. On s'est dit non mais là c'est foutu, ils vont jamais nous accorder nos prêts, on est dans la merde. On a mis des gros pulls pour aller voir les banquiers et tout ça. Enfin, c'est n'importe quoi, on n'est vraiment pas confiance en nous. Et en fait ça s'est super bien passé. Ils nous ont vraiment accueillis. En fait on arrivait avec un plan d'action en disant on va être enceinte, on va pas être là mais on va embaucher ça, on va faire ça, on va faire ça. On était tellement stressés qu'on avait préparé toutes les questions qu'ils nous ont même pas posées. Et donc en fait ils ont super bien accueilli les choses et on a eu nos prêts, on est passé lauréat au réseau Entreprendre. Donc en fait c'est des freins internes qu'on se met, mais alors que c'était des hommes dans les comités et ils ont vraiment bien accueilli la chose. Donc des fois il faut pas avoir peur et faut se dire que c'est normal et que c'est le cycle de la vie et qu'on va y arriver et que voilà, et les gens y croient, donc on doit y croire aussi. On parle des vulnérabilités des femmes et de tous les freins que l'on a et qu'on s'impose, mais on a aussi tellement de force, Dalila, et ces forces parfois on les trouve à travers le regard de l'autre. Est-ce que vous n'avez pas un petit truc à nous raconter là-dessus? Ah oui, en fait, dans le cadre des ateliers qu'on met en place au niveau de Business L et aussi des séminaires talents qu'on a mis en place dans le cadre des trophées, pour moi c'était important d'avoir un atelier sur l'art. Et donc le thème c'est dessine ta légende et ancre ta posture de boss. Donc en matinale, ça s'est fait à la CCI avec une plasticienne. Et puis dans le cadre du séminaire Business L, on est allé au musée des Beaux-Arts. Et donc les candidates des trophées, elles ont pu avoir en fait un atelier de pratique artistique.
Parce que ma volonté, en fait, était un moment de se poser et de se dire, je vais me dessiner, et puis l'autre me dessine aussi pour savoir ce qu'il perçoit ou ce qu'elle perçoit, en l'occurrence c'était des dirigeantes, ce qu'elle perçoit de moi, de nous. Et donc, au travers du regard miroir, eh bien, on reçoit ce que l'autre ressent de nous, et ça, je trouve que ça, c'est hyper intéressant. En général, on a du mal parfois à accueillir les compliments des autres. On dit non, mais elle dit ça, ou il dit ça parce qu'il veut me faire plaisir. Et je trouve que c'est hyper important. Quand un compliment a été exprimé, généralement, il vient du cœur. Et moi, j'ai envie de vous dire, accueillez-le, parce que c'est ce que vous reflétez. Et donc, bon, il est un peu moche, hein, mais ça, c'est mon portrait qui a été réalisé par ma collègue, ma coordinatrice Géraldine, qu'on a fait. Donc, on a fait un atelier de pratique artistique. Et donc, je me suis projetée. J'ai échangé avec elle et en même temps, je me suis projetée. Donc, et puis, dans le cadre de l'atelier, il fallait mettre les différents compliments qu'on avait envie ou perspectives qu'on avait envie pour soi. Et voilà, ça a donné ça. Et voilà, je vous partage ce que j'ai, parce que j'ai aussi créé mon organisme de formation, donc, qui s'appelle Camine. Et donc, mon objectif, c'est d'être dirigeante d'un centre de formation d'excellence qui se déploie à l'international. Et donc, j'ai daté 3 octobre 2024 avec Businessel. Et alors, quelles sont les petites qualités que l'on vous a trouvées, qui sont tout autour de votre visage sur ce dessin? Et c'est pour dire que c'est aussi là l'intérêt justement de sortir de sa solitude quand on crée une entreprise et d'être encouragé par le regard de l'autre. Alors, quels étaient ces encouragements? Alors, joyeuse, incarnée, charismatique et leadership. Bon, après, il y en a aussi d'autres visionnaires, mais je vais m'en arrêter là. Voilà. Laurence, est-ce qu'on n'a pas besoin justement de ce contact humain plus que tout, même si on est confronté à la solitude quand on décide de se lancer dans la création d'une entreprise? Et justement, le fait d'être accompagné, c'est en ça, au tout début finalement, que c'est essentiel. Moi, c'est vrai que j'ai vécu les 6 premiers mois, puisqu'en fait, j'ai créé une première entreprise avant celle-ci, donc j'ai dit tout à l'heure de conseil. Et les 6 premiers mois, je travaillais depuis chez moi. Alors certes, j'avais quelques rendez-vous et par-ci par-là, mais j'ai trouvé ça extrêmement dur de rester tout seul dans son coin. Et quand j'ai postulé à Euratechnologies, alors certes, j'avais envie d'être dans la tech et les données, mais il y avait aussi ce besoin de ne pas être seule, en fait, parce que j'ai trouvé ça extrêmement dur. Bon, le fait est que l'histoire s'est encore mieux passée pour moi, puisque sans chercher, j'ai trouvé un associé. Mais j'apprécie tous les jours le fait qu'on soit... Alors, avec Pierre, on a choisi d'être un vrai binôme. Techniquement, alors légalement on peut pas, donc je suis présidente, il est directeur général. Techniquement on est vraiment co-dirigeant, on détient le même nombre de parts, on prend toutes les décisions ensemble et on y tient beaucoup et on fait extrêmement attention à ça. Et notre petit jeu préféré, c'est que quand on a un interlocuteur qui s'adresse toujours exclusivement à l'un d'entre nous, l'autre fait exprès de répondre pour brouiller les pistes et montrer qu'on est deux co-dirigeants et qu'on prend les décisions ensemble. Alors ça nécessite bien sûr, je pense que je passe plus de temps avec Pierre qu'avec mon mari, donc ça nécessite de mettre en place, d'apprendre à bien se connaître, de mettre en place, de regarder comment d'appréhender comment on fonctionne, comment on communique. Tout n'est pas toujours rose, hein. Au début, on s'est engueulé. Mais le tout, c'est de débriefer. Et par rapport à ça, la chose qu'on s'est dit avec Pierre dès le départ, c'est que ce qu'on construit est plus grand que nos égos personnels. Et donc, il faut toujours qu'on mette... Ça marche avec un homme aussi. Il est d'accord avec ça. Ça marche avec un homme aussi. Génial. Et ça veut dire que l'intérêt de l'entreprise doit toujours primer sur nos questions d'ego qu'on peut avoir. Et ça, c'est vraiment notre boussole. Et ça marche.
Voilà. Mais le tout, c'est de se dire les choses et d'être cohérent. Au début, parce qu'on prenait un risque, on s'est associé sans trop se connaître. Et on a beaucoup travaillé sur nos alignements personnels. Je me rappelle, on s'est posé des questions sur le type de management qu'on voulait faire de nos équipes, alors qu'on ne savait même pas si un jour on aurait de quoi recruter une équipe. Mais ça nous a permis d'apprendre à bien nous connaître et justement à bien fonctionner en binôme. Quel conseil toutes vous donneriez aux femmes qui sont là et qui ont envie de créer une entreprise? Kate? Entourez-vous, c'est le thème, mais vraiment, alors ça peut vouloir dire de rejoindre des structures d'accompagnement, mais aussi d'oser parler de votre projet entrepreneurial autour de vous, vraiment, d'en parler à un maximum de personnes, de s'associer si c'est possible. Si vous trouvez que ça peut être une force pour votre projet, avec quelqu'un qui est complémentaire en termes de compétences et de parcours à vous. Et cet associé, ça peut être effectivement un homme, une femme, peu importe, réfléchissez plutôt. La complémentarité, c'est vraiment la clé et c'est ce qu'on regardera toujours quand on évalue un projet d'entreprise ou une entreprise, c'est qui porte le projet. On va vous regarder, vous, la lumière sera quand même sur vous. Et il faut que vous incarniez aussi ce projet que vous l'ayez choisi, qui vous anime. Et ça, c'est une question de valeur profondément. Il faut être aligné à 100% avec les valeurs et la vision qu'on projette pour son projet d'entreprise. Et c'est cet alignement aussi qui vous fait choisir tel porteur de projet plutôt que tel autre au sein d'Aura Technologies? Oui, mais parfois dans les candidatures qu'on reçoit ou dans les jurys, on a un projet qui est franchement pas super innovant, qu'on a peut-être déjà vu 3 fois dans la même année, mais on va faire confiance à l'équipe qui le porte ou au porteur ou à la porteuse de projet qui le porte. Parce que l'humain est tout aussi important pour la réussite de l'entreprise que le projet en lui-même et que l'idée en elle-même. Donc ça, faut l'avoir en tête, il faut savoir rester quand même humble. En général, quand on est une femme entrepreneur, on n'a pas trop de mal, un peu trop peut-être d'ailleurs. Et il faut savoir aussi montrer à quel point ce projet, il nous passionne. Et ça se voit en général. C'est facile à détecter. Dalila, rester soi, avoir confiance en soi, être convaincu, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Croire en soi et s'entourer des personnes qui croient en vous aussi. Parce que ça, c'est hyper important. L'entourage à la fois personnel, parce que quand on décide d'être dirigeante, comment dirais-je, il y a un impact sur la vie privée. Et donc, s'entourer de personnes qui comprennent votre projet, ou parfois même s'ils ne le comprennent pas, mais en tout cas, qui sont encourageants, qui disent « mais tu vas y arriver, c'est important ». Et puis s'entourer aussi pour avoir un bon réseau. Enfin, ça se travaille, hein, le réseau, de façon à ce que vous puissiez aussi vous entourer quand à un moment donné, dans le cadre du chemin, la vie vous amène à bifurquer, comme disait Charles Pépin la semaine dernière, et bien que vous puissiez aussi, dans le cadre de cette bifurcation, vous sentir accompagné. Et donc, pour se sentir accompagné, c'est important aussi de demander de l'aide. Ça, c'est difficile parfois. Oui. Et on revient à ce syndrome de l'imposteur, de revenir en se disant mais je dois être parfaite, et on ne peut pas tout savoir. Et vous allez apprendre par l'expérience. Et comme le disait tout à l'heure Emmanuel, ça fait des sacrées belles anecdotes. Donc ça, c'est chouette, quoi. Et de toutes les façons, vous avez toutes les ressources en vous pour vous réaliser et rebondir. Je terminerai sur ça. Emmanuel, vous qui êtes toute jeune maman, est-ce que justement l'accompagnement dont vous avez bénéficié, et vous bénéficiez encore, vous aide à bien conjuguer ces deux volets de votre vie, alors que vous êtes en plein développement de votre entreprise? Oui, bon après quand on est jeune maman, je pense que c'est pas le fait d'être chef d'entreprise ou d'être juste ou d'être juste salarié, c'est toujours difficile au début. Je pense que toutes les femmes ici qui sont mamans doivent le savoir. Mais globalement, oui, je pense que moi comme conseil je donnerais de oser se remettre en cause, oser
voir grand, comme voilà, j'ai appris ça de la semaine dernière au Trophée Business L, et surtout oser rester être accompagné, mais à tous les stades de l'entreprise, parce que c'est pas juste au début, il faut continuer, parce que justement il peut vous arriver des choses, vous pouvez avoir des pivots, vous pouvez avoir des échecs, vous pouvez avoir des choses dans votre vie perso qui font que vous allez avoir une autre vision de votre entreprise, et donc être accompagné, ça aide beaucoup à prendre de la distance en fait, et à pas avoir la tête dans le guidon tout le temps, parce qu'on doit rendre des comptes, on va parler avec d'autres personnes, on va avoir un retour sur expérience aussi, et on va pouvoir se dire en fait ça va quoi, enfin je respire, vois clair et vois où tu vas, voilà. Et aussi je dirais quand on peut, oser demander de l'aide à son conjoint aussi, c'est bien, du soutien en tout cas. Moi je sais que mon conjoint est d'un soutien énorme, et donc quand on peut avoir un conjoint qui peut nous soutenir, en tout cas nous motiver aussi, et être derrière nous, c'est encore mieux quoi. Voilà. Ou des amis ou de la famille, si on ne peut pas avoir un conjoint, mais en tout cas quelqu'un de proche qui croit en vous, c'est top, parce que ça vous permet de croire en vous. Et vous, Laurence, quels sont les conseils que vous donneriez? Alors le premier, ça a été dit par toutes, mais c'est le mot oser. Voilà, le plus dur, c'est ça, c'est de prendre la décision de basculer dans autre chose. Alors par rapport alors je partage tout ce qui a été dit. Peut-être moi, ce qui m'a aidé au départ, c'est de me fixer des sortes d'échéances où je me disais, à chaque moment, je me dirais go, no go, c'est-à-dire que s'accorder en fait le droit de pouvoir changer d'avis, ou de dire finalement c'est peut-être pas ça fait pour moi, c'est ça qui m'a permis d'oser au départ, c'est de me dire que ok, j'essaye, je vais voir ce qui se passe pendant un an, on tâtonne. Et puis dans un an je ferai le point. Et alors ça nécessite quand même d'être lucide, parce que ça c'est un des risques que je vois parmi les chefs d'entreprise. C'est assez compliqué en fait de rester lucide, c'est-à-dire de vraiment ne pas se mettre la tête sous le tapis, parce qu'il y a un moment donné, des fois on a tellement de problèmes à gérer qu'on n'a qu'une envie, c'est de faire l'autruche. Et donc garder la lucidité de voir les choses telles qu'elles sont réellement, de voir les risques. C'est pas parce qu'on voit les risques qu'on va pas y aller, c'est simplement que quand on a un risque, on peut se préparer, éventuellement aller chercher de l'aide, aller demander de l'aide, poser des questions, et pas se dire oh là ça c'est super compliqué, ou ça fait peur, je verrai si ça se produit. En fait non, vaut mieux essayer d'anticiper au maximum tout ce qui peut se produire. Alors, on n'y arrive jamais à 100%, mais ça permet effectivement d'aller chercher de l'aide, notamment dans l'accompagnement. Avant de passer aux questions, s'il y en a, j'avais une petite une dernière question à poser à Dalila. Vous avez été l'auteur je ne sais pas si on peut parler de manifeste pour les femmes, parce que vous partez du principe que les femmes sont l'avenir aussi de l'économie de notre société. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette tribune que vous avez récemment publiée, d'ailleurs je crois avec Valentine Muliez? Oui, tout à fait. Qui est là. On a eu l'honneur d'avoir la présence de Valentine à la table ronde. C'était une table ronde qui s'est réalisée donc la semaine dernière dans le cadre de l'événement Oser voir très grand à la Chambre de commerce Grand Lille. Une tribune qui a été constituée donc de la vice-présidente CCI France, de la présidente de la CCI de Paris, de la présidente de la CCI Grand Lille, de Valentine et de Marie-Éloi, qui est la présidente de Bouge ta boîte et Femmes de territoire, donc des femmes de réseau qui sont très engagées pour l'entrepreneuriat des femmes et aussi, je vais dire, de leur réalisation. Et donc, elles ont signé une tribune, puisqu'à l'intérieur de cette tribune, nous avons notifié le fait que, en développant l'entrepreneuriat des femmes, c'est gagner 9,4 points de croissance économique sur 20 ans. Donc, l'enjeu est quand même très important. Juste peut-être ajouter le chiffre de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, qui a, on va dire, évalué le potentiel productif chez les hommes, qui est à peu près de 50%, donc il reste encore 50%, et chez les femmes, il est à 22%. Donc, je ne suis pas Madame Chiffre, mais il y a des chiffres quand même qui sont quand même très éloquents. Et j'aimerais vous partager le fait que nous sommes une force. Et croyez en la vôtre, puisqu'elle va se démultiplier au travers de la force commune des femmes. Voilà. Merci pour cet élan. Alors justement, est-ce qu'il y a des questions pour rebondir sur les interventions de nos entrepreneuses, faciliteuses
porteuses. Est-ce que quelqu'un voudrait leur poser une question? Il nous reste 4 minutes. À lancer, à attraper. Un micro qui vole. Génial, merci. Bonjour, vous présentez? Bonjour, je m'appelle Dominique, je suis fleuriste dans ma propre entreprise. Et donc du coup, voilà. Et puis j'ai été accompagnée par la CCI. Donc c'est juste un témoignage, c'est pas de question, c'est juste un témoignage pour dire que je me suis faite accompagner par la CCI, par Maïdine, qui est excellent d'ailleurs, et à travers la formation et après la présentation du projet professionnel en face d'un jury, c'était vraiment chouette, c'était enrichissant, j'ai enrichi mon réseau aussi, et donc voilà, n'hésitez pas à voir auprès de la CCI pour vous faire accompagner sur le plan juridique, sur tous les plans en fait qui est lié à l'entreprise, voilà. Merci beaucoup de votre témoignage, Dominique, et je vous souhaite plein de succès. Pardon ? Je vous souhaite plein de succès pour vendre vos fleurs. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question et profiter de cette opportunité qui nous est donnée d'avoir des femmes exceptionnelles avec nous? Bonjour. Bonjour. Moi, je me pose la question par rapport à... Vous parliez tout à l'heure, par exemple, quand on débute de fixer les prix avec les clients... Enfin, d'expérimenter les prix qu'on fixe avec nos premiers clients. Et du coup, moi, ma principale question quand on se lance, c'est de se dire, elle est où la limite entre la femme d'affaires qui est devant le banquier, qui surjoue un peu, parce qu'on est obligé, à mon avis, un peu de surjouer en fonction... Enfin, peut-être, ça dépend des caractères. Et il faut aussi, moi j'ai l'impression, alors pas tirer la sympathie, mais... compter sur, alors c'est pas la bienveillance, c'est le monde de l'entreprise, mais je sais pas à quel moment on garde notre crédibilité avec nos premiers clients parce qu'on est en phase d'expérimentation et il faut qu'on soit crédible quand même. Donc voilà, je sais pas si je suis claire. Si, ça va aller. Laurence. On n'a jamais dit à nos premiers clients qu'ils étaient nos premiers clients. C'est-à-dire qu'on n'a pas menti, mais ils n'ont jamais posé la question et c'est pas quelque chose qu'on a mis en avant. Voilà. Et simplement, effectivement, je me rappelle, le premier client, il a payé 500 €, ce qu'on a vendu 5000 € au suivant. Parce qu'en fait, on a compris assez rapidement que quand on vend de l'expertise, certes, elle est embarquée dans un outil, mais on vend de l'expertise, et vendre de l'expertise pas chère, ça enlève une grosse partie de la valeur de ce qu'on vend. Et donc, en fait, vouloir vendre pas cher, c'était pas nous rendre service, en fait, on se tirait vraiment une balle dans le pied. Mais on n'a jamais dit au premier qu'il était le premier. Ouais, juste sur le fait de... Quand je me permets de te tutoyer, hein, si ça te va. Quand tu exprimes le fait de surjouer devant le banquier, tu surjoues pas, tu es toi. Alors, moi, j'ai envie de te partager un tips qui risque de faire rire la salle. T'imagines le banquier en pyjama. C'est un être comme tout le monde, en fait. Tu vois, ça va te permettre d'occulter cette notion d'angoisse. Au contraire, il a de la chance d'écouter un beau projet. Et je vous partage ce que m'avait dit mon expert comptable à l'époque. Elle me dit, mais Deyla, tu accompagnes des gens à réaliser leurs rêves. Ben, en fonction de ton activité, c'est que tu permets à des gens de... Et ça, c'est important. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Osez entreprendre, levez vos doutes, ayez confiance en vous. Je crois que vraiment, il va falloir poser la question en solo après la conférence. Merci à toutes et merci à vous quatre d'être venus.